Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. En ce beau jour de printemps, nous sommes au bord du lac bleu de Watt, dans les Flandres. Cette ancienne carrière d'argile renferme une biodiversité incroyable et un écosystème unique. On y croise des faucons, des sangliers et des chevreuils, mais aussi, aux abords des mares, un tout petit animal protégé qui sort justement de sa torpeur hivernale. Le triton est un amphibien assez magique, vous verrez. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine, tu vas bien ? Très bien. Alors après la salamandre tachetée que tu nous as présentée dans un ancien épisode, aujourd'hui c'est le cousin, le triton dont on va parler. C'est un amphibien qui est classé lui aussi comme espèce protégée et qui bénéficie d'une très grande protection. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oh bah oui, écoute, on va bien rigoler là avec le garde-fontaine. Garde-fontaine parce que les gens, depuis la nuit des temps, savaient que s'ils avaient des tritons pas loin, c'est qu'il y avait de l'eau. Les tritons sont toujours à côté de l'eau. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse confusion entre les tritons et les salamandres. Alors je vais essayer d'expliquer. Alors déjà, si on part de deux familles, on a les anours et les urodèles. Les anours, comme ça se prononce, ce sont les grenouilles et les crapauds. Et les urodèles, salamandres et tritons. On différencie comment une salamandre d'un triton ? C'est facile, tu regardes la queue. La queue de la salamandre est ronde. La queue d'un triton est plate, plate sur les côtés. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. Et alors, est-ce que la science a des hypothèses sur cette évolution morphologique et cette différence ? Oui, complètement, parce que comme tu as mis la salamandre, elle ne sait pas nager, et donc elle a perdu ses facultés aquatiques, alors que le triton, c'est un petit sous-marin, c'est un bathyscaphe, c'est tout ce que tu veux, c'est le roi de l'eau, et donc une queue plate lui permet, comme les crocodiles, d'avancer très très vite avec sa queue dans l'eau. Et le triton, ça vit donc à la fois dans l'eau, mais sur terre ? Tout à fait, il a deux périodes dans sa vie en fait. Une période difficile où il s'est caché, alors il peut descendre dans des fers d'argile à 5 mètres de profondeur, où il va se cacher pendant tout l'hiver, il va remonter, et comme c'est un amphibien, il a le sang froid, il lui faut de la chaleur pour rentrer en activité. La première chose qu'il va faire, il va partir sur ces zones où il pourrait se reproduire, en tous les cas, il va chercher à se nourrir, et partir dans ses mares ou dans la mare qu'il a vu naître. D'accord, la mare, c'est un peu sa maison en fait. Chaque triton reconnaît l'odeur de sa mare. Une mare a une odeur. Une identité. A une odeur particulière. Et lui, il la reconnaît. Et une fois qu'il est dans sa mare, qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? C'est génial parce qu'en fait, il change complètement de panoplie. Tu vois, il avait en fait une peau qui était rugueuse, noire, un peu granulée. Et puis d'un seul coup, c'est la grande métamorphose. Donc il attrape toutes sortes de couleurs. Il y a des tritons qui sont jaunes, orange, il y a même du vert, des mélanges de noir, de orange. Ils sont magnifiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sur Internet les photos. Donc il change de peau. Et tout ça pourquoi ? Encore une fois, pour séduire Madame Triton, forcément. Donc avant de rentrer dans l'eau, il rentre en premier dans l'eau. Ce sont les mâles du triton qui rentrent dans l'eau. Madame Triton le suivra aussi. Alors elle est aussi très colorée, un petit peu moins, mais elle l'est aussi. Alors, on n'a pas encore décrit le triton. À quoi ça ressemble un triton, Thierry ? Le triton, c'est environ 10-15 cm maximal. Voilà. Après, il y a différentes espèces chez nous. Chez nous, on a plusieurs espèces. On a le triton crêté, on appelle aussi le dragon des mares. Qui a donc une crête sur son dos. Qui a vraiment une crête, mais vraiment une crête de dragon. Tu vois les dragons chinois, mais c'est pareil. Une immense crête. Il est en dessous noir et jaune, mais un jaune pétant. Et chaque triton crêté, ce sont vraiment des différents. Donc nous, on fait des inventaires, comme ça on les repère, comme ça on les photographie pour les retrouver les années suivantes. C'est leur empreinte digitale en fait. C'est leur empreinte digitale. Et après, on a le triton palmé, qui vit plutôt dans les mares forestières. On a le triton ponctué, qui a des petits points, d'où son nom ponctué. Et enfin, on a le plus coloré, le multicolore, le triton alpestre. D'accord. Peut-être que tu peux nous parler de la reproduction maintenant, Thierry. Comment ça se passe alors une fois qu'il est dans sa mare et qu'il a revêtu ses plus beaux atours ? Oui, tout à fait. Donc là, il va rentrer dans sa mare et puis il va se nourrir. Chez nous, dans le Nord, comme tu vois ici à Watt, on a un étang, on a des mares. Une mare, c'est quoi ? C'est un petit plan d'eau, pas très profond. Il évite des mares avec des poissons, ça l'empêche de se reproduire. Et on peut retrouver des notonèques, des gérisses. Tu sais, des gérisses,
c'est les araignées d'eau. Et on retrouve aussi quoi? Des larves de moustiques. C'est sa nourriture préférée. Et là, et j'insiste sur le rôle primordial des amphibiens, sur l'équilibre écologique de nos écosystèmes aquatiques. Le triton, c'est un méga prédateur, c'est un carnassier. Donc, il arrive à la mare et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va rencontrer madame. C'est pas facile, hein. Tu sais, au fond d'une mare, des fois, l'eau n'est pas forcément très claire. Alors, il cherche. Et je te rappelle qu'il y a des couleurs vives. C'est pas pour rien. Et puis, quand il se retrouve, le triton rentre dans l'eau. D'un seul coup, au niveau de son cloaque, on voit une petite boule blanche sortir et se poser au fond de l'eau. Monsieur Triton va commencer à tournoyer autour de Madame Triton, bien lui montrer, je suis désolé, hein, sa queue magnifique. Et Madame Triton, eh ben, elle va le regarder, un peu subjuguée, tu vois. Et puis à un moment, elle va suivre et hop, il va ralentir. Et au moment où il va ralentir, il va la stopper juste en dessous de cette boule blanche, à 1 millimètre près. On ne sait pas comment ils font. On n'a pas encore trouvé. Et cette petite boule blanche va rentrer à nouveau dans le cloaque de Madame Triton. Elle est bourrée de milliers de spermatozoïdes. Et ce qui va féconder donc les œufs. Mais dans le règne animal, c'est une méthode de reproduction assez originale. C'est très original, tout à fait. Comment ça se passe après, Thierry? Après, tu vois, elle va pondre les œufs. Ils ont à peine 100 œufs à pondre, à peine, des fois moins. Et donc, ils prennent un soin immense de leurs œufs. Donc, Madame Triton, elle va sortir un œuf tranquillement et elle va l'accrocher entre 2 feuilles de plantes aquatiques. Tu vois, comme en sandwich, pour cacher l'œuf qui va se coller aux feuilles et qui va disparaître. Et elle va faire ça pour chaque œuf. Ça peut lui prendre des semaines. Hein. Et donc après, il y aura l'éclosion qui est plus ou moins variable en fonction de la température de l'eau. Le petit triton, au début, quand il naît, il est vraiment, ça va pas du tout. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de pied, il ne sait pas nager. Mais tu vois, au bout de 15 jours, environ 3 semaines, il va avoir une bouche, il va être capable de manger comme ses parents, des petits insectes. Il y a des branchies qui se développent de chaque côté de sa tête pour pouvoir aussi rester dans l'eau et filtrer et trouver l'oxygène dans l'eau. Il a une peau fine, hein, les adultes c'est pareil, ils ont une peau très très fine qui leur permet aussi d'absorber de l'oxygène dans l'eau, mais ce n'est pas suffisant pour les adultes. Tu vois, un adulte va devoir remonter à la surface. Si un jour tu vois une zone avec des tritons, tu vas voir l'adulte remonter à la surface très vite et descendre à une vitesse vertigineuse. Parce qu'en fait, d'une part, il doit retrouver madame qui est en bas qui l'attend, et en même temps, en haut, quand il remonte, qu'est-ce qui peut arriver? Prédateur. Il y a peut-être monsieur Héron qui est là, qui va l'attraper, donc il fait très attention à ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Alors c'est vrai qu'au niveau des espaces naturels, on a recréé de nombreuses mares. Hein. Alors on les crée, on les entretient, et avec une population importante sur l'ensemble des espaces naturels du Nord de tritons. On peut aussi aider les tritons en créant des petites mares à droite à gauche. C'est pas compliqué, hein. Il y a certaines réglementations à respecter, mais c'est très très simple. Et monsieur Garde-Fontaine, peut-être un jour, tombera sur cette petite mare et s'installera là. Hein. On a même retrouvé des tritons en plein centre-ville de Lille, dans le quartier de Oisem. De gens qui avaient créé des petites mares. Donc, pour te dire un peu. Alors, dans ce podcast, Thierry, tu aimes nous faire découvrir les petits secrets des animaux sauvages. Alors, dévoile-nous quelques anecdotes rigolotes ou impressionnantes sur cette espèce. On a essayé de trouver le secret, on n'a pas encore réussi. Un triton, malheureusement, a un bras sectionné. Ça peut arriver dans la nature, hein. Il peut se couper, il peut avoir un prédateur qui essaie d'attraper. Et son bras va repousser. Mais c'est incroyable. Identique, parfaitement identique et nickel. La queue et les bras. Bon, la tête, non, il ne faut pas exagérer non plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Dis donc, le triton, il a une capacité de résilience exemplaire. Et comme quoi, on peut être tout petit, mais mouse costaud. Merci Thierry. Encore merci, c'était encore une fois très intéressant. Mais avec grand plaisir, Perrine, j'espère à une prochaine fois. Partez-vous aussi, chers auditeurs, dans les espaces naturels du Nord. Prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être apercevrez-vous des amphibiens au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.